chaotique aujourd'hui parce qu'il y a une grève des étudiants et donc il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu se déplacer, mais je remercie toutes les personnes présentes d'une façon ou d'une autre. Alors cette conférence est une co-organisation. Ça va j'entends un écho de ma voix. Je ne sais pas s'il faut arranger ça peut-être avant que Alexandre commence à parler. Mais donc pendant qu'on arrange ça, c'est beaucoup mieux. Merci. Cette conférence est une co-organisation. Je tiens à le souligner en commençant entre le GRELC, donc le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, et un autre groupe de recherche de l'université de Sherbrooke qui s'appelle le Versus, le groupe de recherche en études littéraires et culturelles comparées au Canada et au Québec. Ils ont parvenu à avoir un acronyme qui est plus long que le nôtre, ce qui est une belle réalisation. Donc, on est très content de pouvoir travailler ensemble pour l'occasion et particulièrement heureux, je dois le dire, d'accueillir Alexandre Geffen parmi nous. Alors, c'est une vieille invitation, Alexandre, on est parvenu à réactiver quelque chose qui datait d'avant la pandémie. Je l'avais déjà invité à l'époque, on a fini par mettre ça sur pied maintenant. Il a fait plusieurs autres conférences dans d'autres endroits au Québec. Je suis extrêmement ravi de le recevoir. Je vous le présente rapidement, mais vous le connaissez certainement. Il est directeur de recherche au CNRS, relié à une unité de recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle. C'est un historien des idées, un historien de la littérature, en particulier la littérature contemporaine française, mais pas seulement. Il est l'auteur de très nombreux essais et articles qui portent sur la culture, la littérature contemporaine, la théorie littéraire. Je vous nomme quelques-unes de ses dernières publications et elles sont nombreuses. Territoire de la non-fiction, qui est un collectif. Un autre sur les best-sellers avec Olivier Bessard-Banqui et Sylvie Ducas. Et puis, ce livre-là, dont il nous fera le plaisir de parler, je pense, un petit peu aujourd'hui, L'idée de littérature, que je ne saurais trop vous conseiller, qui, je pense, est un des tout grands livres sur la littérature aujourd'hui, sur la compréhension de la littérature aujourd'hui. Je ne saurais trop vous rapporter à ce livre. Et puis, tout bientôt, où c'est déjà sorti, mais pas encore ici, je crois, La littérature est une affaire politique, où Alexandre dialogue avec un certain nombre d'auteurs et d'autrices. Autre ouvrage important. Alors, je lui laisse la parole en le remerciant encore une fois de sa présence. T'as de l'eau, là. Merci Anthony, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir traversé l'Atlantique pour faire votre rencontre. C'est la première fois que je viens à Sherbrooke, même si je suis souvent venu à Montréal, et l'accueil a été absolument chaleureux. Et dans cet accueil absolument chaleureux, il y avait tout à l'heure, quand on était en voiture avec Anthony, à la radio ou sur un CD, Bob Dylan et son album Knocking on the Heaven Door. Et Bob Dylan m'a fait penser qu'au fond, une manière de réfléchir au territoire contemporain de la littérature, c'était de commencer par l'affaire qui s'est déclenchée au moment où Bob Dylan a obtenu le prix Nobel de littérature en 2016. C'est cette affaire Bob Dylan, d'ailleurs, que je commente au début de l'idée littérature, puisque loin de faire l'unanimité, le prix Goncourt, le prix Nobel de Bob Dylan a été perçu comme une sorte de perversion de ce que la littérature devait être. De très nombreux critiques se sont interrogés, aussi bien aux États-Unis que dans d'autres pays, sur l'opportunité de récompenser un musicien. On a été très gêné de l'idée que l'écrivain que l'on récompense soit aussi populaire, aussi autre trait qui pouvait faire problème. Le succès de Bob Dylan a causé un certain nombre de réflexions ironiques, critiques, considérant que le prix Nobel de littérature n'avait pas à être attribué à quelqu'un qui faisait de la culture populaire. Donc, c'est de cet exemple que je vais partir, puisque cet exemple montre bien comment la littérature, dans la conception qui est encore très dominante, ne saurait se matiner de musique. La littérature doit être un objet pur, un rapport au langage, exclusivement au langage écrit, et ne saurait donc se médiatiser pour les critiques de ce prix Nobel, et elle perdrait de la valeur à être une littérature populaire. Elle manifesterait une simplification, une vulgarisation qui est incompatible avec une certaine idée
de la littérature qu'on se fait comme aventure de la pensée, comme réflexion pure et réflexivité, réflexion sur la réflexion elle-même. Et c'est par cela que je vais commencer, à savoir que, au fond, cette polémique est un point d'observation sur les débats qui agitent encore aujourd'hui très activement nos journaux, nos émissions de radio, dès qu'on parle de littérature. Il suffit que vous allumiez, par exemple, une émission populaire qui doit être connue ici, Le Masque et la Plume, sur France Inter, et vous allez entendre un critique qui va défendre l'intérêt d'un écrivain pour un vrai problème de société, par exemple. Je vous donne un exemple, polémique très virulente il y a quelques semaines autour du dernier Delphine de Vigan, qui traite la question des enfants médiatisés sur les réseaux sociaux. Un critique va défendre l'usage de la littérature pour dévoiler un problème de société, va défendre la pertinence d'un questionnement moral original. Comment les parents doivent-ils se positionner par rapport à ce type de phénomène, tandis qu'un autre critique va s'opposer avec virulence à l'intérêt qu'on porte à ce texte en disant ce n'est pas de la littérature, c'est une étude sociologique, il n'y a pas de style, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de roman, il n'y a pas de mise en place, il n'y a pas d'originalité formelle, il n'y a pas d'originalité romanesque, et donc ce texte-là ne saurait être qualifié de littéraire, c'est du journalisme. Et je crois que cette polémique, celle de Bob Dylan, celle que je viens de vous raconter parce qu'elle est aussi assez récente, nous dit bien à quel point nous sommes à un moment de transition. Et c'est l'hypothèse de mon essai consacré à la littérature, moment de transition entre une conception de la littérature attachée à ce que j'appelle l'idéologie esthétique, je vais expliquer ce que j'entends par là, et une conception plus ouverte, plus inclusive, plus extensive de la littérature comme questionnement individuel, comme questionnement social, comme aussi manière d'agir avec le monde et non pas de s'en retirer dans une tour d'ivoire que les écrivains contemporains français et étrangers ne désirent plus de leur vœu. Alors, cette idéologie esthétique, vous savez, elle est liée au mot littérature, puisque le mot littérature, c'est un mot assez moderne. C'est un mot qui circule à partir des années 1800, quand Benjamin Constant et Madame de Staël, revenant d'Allemagne avec l'idéalisme kantien, essaye de définir la littérature par opposition aux belles lettres, et dans un sens très particulier, comme travail du langage littéraire, dont l'objet est purement la narration, purement la poésie, et non pas, comme dans le champ des belles lettres, éventuellement un récit d'histoire, un récit de voyage, qui faisait partie des belles lettres. Donc, à partir de l'invention moderne du mot littérature, le mot littérature vient désigner une pratique intensive du langage, une pratique qui va être qualifiée comme autonome, en tout cas qui va viser l'autonomie. C'est le grand critère d'Emmanuel Kant. On doit être, quand on est en art, quand on est en esthétique, une finalité sans fin, une finalité à soi-même. Donc la littérature, dans cette idéologie esthétique, elle a comme principe fondamental d'être originale, d'être nouvelle, d'exprimer la subjectivité. Elle est liée à un rapport particulier d'inspiration de l'écrivain à un monde supérieur qui est celui des idées. Il y a un idéalisme extrêmement fort. L'écrivain a accès à un monde supérieur par le langage, et qui est un monde qui est plus intéressant au fond que la vie publique, qui doit être l'objet de l'écriture littéraire. Et cet écrivain doit donc cultiver le style, doit donc cultiver le travail littéraire jusqu'au, à la limite, le fait d'être hermétique, d'être obscur, d'être difficile. La difficulté, le travail intensif de la langue étant une caractéristique de ce projet littéraire qui s'adresse d'abord à l'art lui-même.
cette conception de la littérature est renforcée par toute une dimension sociologique qui est bien expliquée par Bourdieu, à savoir que l'écrivain, à partir des années 1830-1840, de l'échec du projet social, sociopolitique du romantisme, se marginalise socialement, s'exile dans la bohème et finit par rompre avec le corps de la société. Et ayant rompu avec le corps de la société, son exil dans son monde intérieur propre, coupé des préoccupations de ce que Mallarmé appelait avec un peu de mépris la tribu, devient un trait définitoire, un trait fondamental de ce que c'est que la littérature. Alors cette littérature, vous savez, elle va explorer toutes les manières de ne tenir que sur son style, comme disait Flaubert, qui prétendait pouvoir faire un plan sur rien, sauf sur la langue. Elle va essayer de décrypter par elle-même le grand livre du monde, comme à l'époque de Mallarmé, et tous les modernismes, au sens historique, les modernismes jusqu'à Joyce, jusqu'à Virginia Woolf, seront une exploration des moyens de la langue, conçue, la langue littéraire, conçue en opposition, en différence avec la langue ordinaire. Et la littérature, au fond, ce qui n'est pas le journalisme, ce qui n'est pas ce que Mallarmé appelait l'universel reportage, la littérature, elle a d'autres fins supérieures. Elle doit nous conduire à toucher à une nouvelle forme d'absolu, une nouvelle religiosité qui est celle du travail pur, de l'objet littéraire pour lui-même. Et toute une religion se construit autour de ça, toute cette mythologie romantique de l'écrivain marginal, inspiré, supérieur au commun des mortels, mais en même temps infiniment fragile parce que désocialisé, travaillant dans la solitude et dans un rapport au fond de distance avec l'histoire, l'histoire qui le rejette, avec la société qui le rejette. Cette mythologie romantique, c'est celle de cette idéologie esthétique. Cette forme-là connaît au XXe siècle, je vous le disais, à travers le modernisme et le formalisme, des expressions particulièrement importante. Loin de moi l'idée de considérer que Joyce n'est pas intéressant, mais Joyce, c'est la limite de l'obscurité, c'est la limite de l'accessibilité. Elle connaît aussi une théorisation, notamment avec les formalistes russes, qui vont essayer de comprendre comment on va définir la littérature comme art du langage autonome, en expliquant par exemple que la littérature rompt avec la référence, qu'elle est autoréflexive. Toute une théorisation se fait de cette littérature qui, bien sûr, va être confrontée à d'autres types d'expressions artistiques qui vont chercher un rapport plus concret au quotidien, à l'ordinaire, par exemple le surréalisme, ou à des littératures engagées. Mais il n'en demeure pas moins qu'au XXe siècle, jusqu'au nouveau roman, disons, pour faire simple, c'est cette vision idéalisée de la littérature et la vision de l'écrivain qui va avec, comme mage et prophète retiré du monde, à la limite qui va disparaître derrière le langage, comme le proposait Blanchot. À la limite, l'écrivain est moins important que son langage, il peut disparaître, qui va présider. C'est notre horizon de compréhension de la littérature. Or, moi, je viens dans ma génération, je suis né en 1970, j'ai été éduqué dans une université pour laquelle cette littérature et les outils qui allaient avec, des outils donc linguistiques, stylistiques, narratologiques, formels d'analyse de la littérature, étaient le point de référence. C'était vraiment le point de référence. Flaubert et Mallarmé étaient les modèles de l'institution scolaire. Or, j'ai été confronté à partir des années 80-90, comme d'autres critiques, et notamment Dominique Viard, grand critique français qui a beaucoup travaillé là-dessus,
à une littérature qui ne relevait plus de ce paradigme d'autonomie du champ littéraire, mais qui s'est réintéressée petit à petit aux affaires du monde. Et c'est cette transformation-là que j'ai voulu commenter, qui m'a semblé pouvoir être décrite comme une extension du champ de la littérature, extension ayant plusieurs aspects. D'abord, premier aspect historique. La littérature idéalisée autour de son modèle moderniste, c'était essentiellement une littérature du 19e et 20e siècle. Les littératures antérieures, elles relevaient de l'ethnologie, elles relevaient au fond théologiquement d'une préparation de cette littérature-là, et on ne les lisait pas pour elles-mêmes en dehors de ce modèle scolaire. Eh bien, l'extension du champ de la littérature, ça a été la redécouverte de textes, de pratiques littéraires qui ne relevaient pas de cette idéalité du langage et qui n'étaient pas donc la préparation du projet mallarméen, si vous voulez. On s'est mis à lire la littérature comme une pensée du monde accompagnant son époque, ayant une forte portée de réflexion morale, éthique, ayant une inscription sociale et anthropologique dans les sociétés, qui faisait que la simple clé de lecture esthétique, que le fait de juger cette littérature sur le seul critère de la beauté, n'était pas pertinent, n'était pas l'unique grille de lecture pertinente. Et on a redécouvert dans toute l'histoire littéraire toute une série de pratiques qui étaient masquées par cette fascination pour un petit peu théologique pour une littérature arrêt formaliste. On a découvert, je ne sais pas, je peux vous donner des tas d'exemples, les jeux littéraires, on a découvert la littérature, la poésie scientifique, on a découvert plein de champs qu'on avait voulu ignorer par rapport à ce champ scolaire. Autre extension de ce moment-là, c'est l'ouverture liée à la globalisation qui nous a fait reprendre contact avec une littérature non occidentale qui avait d'autres conceptions que celle de l'autonomie esthétique, qui étaient inscrites dans des ritualités, qui étaient inscrites dans d'autres dynamiques historiques que la littérature occidentale. Donc extension géographique avec la mondialisation, extension historique, extension thématique aussi, puisque la littérature pure, elle regardait avec un petit peu de mépris les questions ordinaires de nos vies, nos petits problèmes quotidiens, etc. Et cette littérature pure s'est confrontée à une littérature qui, avec par exemple l'autobiographie, avec les Annie Ernaux, avec les Snowgard à l'étranger, elle s'intéressait directement à l'expérience ordinaire. Donc une littérature qui avait affaire avec l'expérience ordinaire, qui avait affaire avec les conflits et les problèmes moraux des sociétés contemporaines, et j'y reviendrai. Donc cette extension des thématiques a été tout à fait déterminante lorsqu'on est passé, si vous voulez, en gros du nouveau roman, qui n'avait pas d'objet autre que des abstractions, robe grillée contemplant un ventilateur sur un mur pendant des heures, qui manifestait une rupture avec l'expérience ordinaire, avec l'expérience historique de l'homme, avec l'expérience problématique, existentielle de l'homme, avait été un modèle absolument écrasant dans le champ de la littérature française. Et si vous voulez, ce modèle-là a cédé place à une littérature inscrite dans une sensibilité plus réaliste au monde, et non pas un réalisme qui, comme le montre Auerbach dans Mimesis, ne tient que par le langage, mais un réalisme vraiment d'une attention aux choses telles qu'elles sont elles-mêmes. Un réalisme qui va inclure le monde naturel, le monde artificiel, du numérique, un réalisme embrassant largement l'expérience humaine,
c'est une littérature qui va aussi ne plus avoir de problème à se combiner, à se transformer en d'autres formes d'expression artistique. Hein, cette extension de la littérature historique, géographique, thématique, c'est aussi une extension de la littérature en termes de médias. C'est une littérature qui n'aura pas peur d'être exposée, d'être performée, d'être transposée en jeux vidéo, en tweets, en séries télévisées, dans lesquelles les circulations entre les mondes médiatiques vont se remettre à fonctionner sans entraver la légitimité de l'œuvre, hein, comme les critiques de Bob Dylan l'auraient voulu. Hein, et donc, on a affaire à une extension finalement médiatique et générique de la littérature qui va pratiquer d'autres formes que le roman-roman, qui va procéder à des enquêtes de terrain, qui va, avec le théâtre, s'intéresser à l'expérience concrète des acteurs plutôt qu'au texte, qui va expérimenter thématiquement et génériquement un champ extrêmement large, extrêmement riche, extrêmement varié, dans un contexte où l'écrivain n'est plus ce grand homme intouchable, choisi par les dieux, mais devient chacun d'entre nous qui peut être appelé à l'écriture et qui peut apprendre l'écriture, puisque la littérature n'est plus un don, une qualité extraordinaire de votre tempérament, etc., mais devient quelque chose qui peut s'enseigner, qui peut s'apprendre dans des manuels, pour lesquels le succès n'est plus la marque de l'infamie, et qui peut donc, par exemple, comme vous le faites infiniment mieux qu'on sait le faire en France, être une littérature enseignée à l'université dans les formations d'écriture créative. Hein. Typiquement, c'est quelque chose qui devient possible à partir du moment où on désacralise l'inspiration littéraire et où on déboulonne, si vous voulez, la statue intimidante de cet écrivain choisi parmi tant d'autres. La figure du grand écrivain, à partir de ces années 80, se voit transformer au fur et à mesure que son œuvre se rapproche des attentes et des préoccupations sociales directes. L'écrivain devient plus proche de vous, l'écrivain, vous êtes conduit à le rencontrer dans des ateliers d'écriture, dans des festivals d'écriture, d'intimidation. Écritures d'ailleurs qui sont rendues, je vous le disais, aux lecteurs, qui peuvent notamment sur les médias numériques produire par eux-mêmes de manière souvent originale qu'il ne s'agit plus seulement du modèle livre imprimé, fermé, manifestant une subjectivité, une volonté existentielle incarnée dans le livre, mais une littérature qui peut s'écrire sur Wattpad, sur la face littérature, la littérature de Facebook, etc., avec l'ordinaire de la vie. Donc c'est cette extension moi, qui m'a intéressé au fond parce que j'y ai été brutalement confronté. Parce que dans les librairies, je trouvais des livres qui parlaient des sujets de société, qui parlaient des questions féministes, qui parlaient des questions écologiques, qui parlaient des questions politiques. Hein, et j'étais confronté à une littérature qui, loin d'être désintéressée, hein, comme le préconisait Kant, hein, pour lequel le propre du grand art, c'était son désintéressement, était une littérature politique, une littérature réarmée, hein, dans une certaine mesure, une littérature engagée, même si le mot a beaucoup de connotations hein, compliquées, liées à l'époque des années 60 et l'engagement idéologique de la littérature. Cette littérature réimpliquée, si vous voulez, eh bien,
Anthony m'a fait l'honneur d'évoquer un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, que j'ai présenté à Librairie Le Square à Montréal avant-hier. C'est une littérature qui a un fort potentiel politique. Un fort potentiel politique, puisqu'elle veut participer de la vie démocratique en faisant entendre les discordances des intérêts, les conflictualités sociales, les conflictualités au travail, les conflictualités géographiques. Cette littérature est donc clairement avec des écrivains qui vont avoir des pratiques littéraires très différentes, une littérature qui est politique au sens où tout est politique, si vous voulez, les corps sont politiques, les formes de vie sont politiques, les formes relationnelles sont politiques, les formes d'attention sont politiques. Eh bien, la littérature contemporaine qui entend nous rendre attentifs à des formes de vie, des formes de sexualité, des formes des rapports au monde un peu différents, cette littérature est revenue politique. Elle nous initie au jeu démocratique à travers cette attention originale, par exemple aux vulnérabilités, aux fragilités, aux originalités, et c'est en cela qu'elle participe de la politique. Alors, voilà finalement ce travail d'extension qui nous fait passer de ce que Mallarmé appelait l'action restreinte, c'est-à-dire l'absence d'action en dehors de la littérature, jusqu'à vraiment une littérature très interventionniste, de manière extrêmement marquante. Pour vous donner une idée, lorsqu'il y a eu par exemple toute une série de lois, de débats à l'Assemblée nationale, etc., sur la question de l'inceste, les témoignages qui ont été fournis par exemple par Camille Kouchner dans La Familia Grande ont été l'objet d'une réflexion qui a touché vraiment au débat juridique sur la manière dont la législation pouvait saisir et empêcher la violence de l'inceste dans les familles. Donc c'est une littérature qui peut être directement invoquée, il en va de même pour la littérature de MeToo, comme on dit, la littérature qui va accompagner ce mouvement féministe contemporain, une littérature qui va donc dénoncer les violences faites aux femmes, et des textes tout à fait importants sont parus, qui vont essayer d'interroger la question du consentement, qui vont essayer d'interroger la question des rapports de force dans le couple, et qui apportent beaucoup à notre réflexion contemporaine sur la société. Et donc ces écrivains ne sont pas moins écrivains parce qu'ils s'engagent dans des débats, parce qu'ils le font non pas dans des romans qui seraient des romans simplificateurs à thèse, mais ils le font en mettant en scène la complexité des situations, soit parce que leur récit est à la première personne, adopte une éthique de la neutralité, de la nuance, que j'appelle un art de la justesse. C'est ce dont je parlais dans une conférence à l'UQAM avant-hier, soit parce que des fictions, et là on ne s'agit plus de témoignages à la première personne, mais des fictions vont mettre en scène des conflictualités, des personnages en désaccord, et vont essayer de penser ces désaccords, et en tout cas de les mettre en scène. Quels que soient les moyens adoptés, qu'il s'agisse d'une littérature de non-fiction, de témoignages, d'enquête de terrain, une anthropologie littéraire ou une ethnologie littéraire, si vous voulez, une sociologie littéraire comme chez Arnaud, ou qu'il s'agisse de fiction à l'ancienne, un peu balzacienne, qui vont analyser la société pour en comprendre les rapports de force, comme le font des gens comme Houellebecq, Slimani, ou Leila Slimani, ou tous ces écrivains qui conservent le modèle traditionnel du roman pour analyser les rapports de force, et ils sont très 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 nombreux. J'en cite là juste 2-3, mais en fait on pourra trouver d'autres exemples. Donc quels que soient les moyens littéraires, la littérature reprend prise sur le monde, à un moment d'ailleurs où la critique, avec les études culturelles,
avec les études cognitives, attribue à la littérature un pouvoir de transformation et d'intervention sur les existences et sur les sociétés. Non seulement la littérature, les écrivains s'investissent de la volonté de participer à la vie démocratique et à la transformation sociale, mais la critique et la théorie littéraire accompagnent ce mouvement de manière tout à fait diverse. Effectivement, ce qu'on connaît bien aux États-Unis, c'est les études culturelles qui font la littérature un outil d'émancipation directe des communautés et par lequel les identités peuvent se construire. Mais d'autres courants importants, influents, comme par exemple les sciences cognitives, n'ont pas d'autre but que de montrer comment la lecture et l'écriture nous transforment psychologiquement. Et d'autres approches encore, ce qu'on a pu appeler le tournant éthique de la critique littéraire, soulignent la manière dont, alors ça c'est Martha Nussbaum, si vous voulez, l'idée de justice poétique, dont la littérature va contribuer à nous permettre de nous améliorer moralement, de devenir meilleurs, de devenir des citoyens plus empathiques, plus sensibles aux fragilités, plus sensibles aux invisibles, aux marginalisés. Et ces théories convergent, si vous voulez, pour attribuer à la littérature un pouvoir, une puissance d'action, qui n'est pas seulement une puissance de description ex post du réel, ce n'est pas seulement une imitation du réel qui va dépendre des superstructures sociales, comme diraient les marxistes, mais la littérature a un pouvoir d'agentivité, un pouvoir d'agence, si vous préférez, je ne sais pas quelle traduction vous préférez d'agentivity, qui fait que par le travail du langage, par le travail de la perception, notre sensibilité au monde, nos cadres de compréhension du monde vont être modifiés. Et c'est quelque chose que je crois est extrêmement important, qui peut beaucoup nous intéresser en tant qu'universitaires, puisque nous ne sommes plus à étudier une pratique un peu marginale d'individus un peu autistes qui lisent dans leur coin des romans qui ne servent à rien. Pas du tout. Au contraire, nous sommes en prise avec des outils cognitifs, moraux et politiques qui s'appellent des livres, qui s'appellent des romans, qui s'appellent des fictions, des instruments d'action extrêmement forts qui sont à même de changer nos lois, de changer nos mœurs, de changer notre quotidien individuel et politique. Et dans un autre ouvrage qui s'appelle « Réparer le monde », j'ai notamment essayé de démontrer comment la littérature était impliquée pour intervenir sur toute une série de traumas, toute une série de ruptures liées à l'expérience individuelle dans le monde néolibéral où le sujet était souvent laissé à lui-même, était assigné à s'adapter, à se reconstruire, à faire face par lui-même, et comment la littérature devenait un auxiliaire, une aide, un outil d'accompagnement pour surmonter le trauma d'une dépression, le trauma d'un deuil, le trauma d'une maladie, comment la littérature participait au fond de la réparation d'un individu qui n'était plus soutenu par les structures sociales, par les structures de proximité, qui étaient désaffiliées, comme cela se produit dans les sociétés libérales où les liens, les communautés sont moins puissantes. Donc la littérature est au service vraiment de cet individu, et cela suffit de regarder dans une librairie à quel point abondent les littératures portant sur
les traumas, les souffrances, les violences, les littératures de viol, les littératures de deuil, les littératures de licenciement, les littératures d'inquiétude existentielle, d'individus qui cherchent à comprendre leur filiation. Ça a été étudié par un critique, Laurent Demans, qui a fait un bouquin magnifique sur les récits de filiation, comment on doit reconstituer nos filiations, comment la littérature peut nous aider à comprendre nos identités, nos origines, comment elle peut constituer des communautés. C'est encore par exemple, ce que montre Alice Géniter, hein, que la communauté des Algériens exilés après la guerre d'Algérie, rapatriés, eh bien, elle a besoin d'un récit, et c'est pour ça qu'Alice Géniter produit le récit de cette communauté. Et clairement, la littérature est au service d'une restauration, d'une réparation, peut-être d'une thérapeutique. Hein. C'est pour ça qu'a coïncidé avec cette littérature active l'idée que la littérature était au fond une sorte de médicament, à la fois pour celui qui écrivait, hein, qui arrivait à transcender l'expérience douloureuse en la généralisant, en l'exprimant de manière un peu différente dans l'écrit, en la métaphorisant, et aussi un médicament, une thérapie pour le lecteur qui pouvait sortir de la prison de son expérience personnelle. Et cette démonstration que j'ai voulu faire à partir d'une thérapeutique individuelle, elle est vraie aussi pour le corps social, hein, le corps social qui s'est reflété à travers la littérature et s'est confronté à ces zones d'ombre historiques, au trauma historique des guerres, au trauma historique de la Shoah, à ces obscurités, à ces culpabilités, et qui, par la médiation de la littérature, hein, et la pensée d'un autre prix Nobel de littérature, Modiano, hein, qui va penser largement dans son œuvre la question de la Shoah. Je vous renvoie à son chef-d'œuvre de Rabruder, par exemple, comment la littérature aide la société à penser ces traumas historiques, ces culpabilités historiques, ces zones inavouées, ces zones obscures, ces zones d'ombre. Hein. La littérature est utile de ce point de vue-là à créer une réparation historique, une réparation qui peut être aussi liée à la question du colonialisme. Hein. Les études post-coloniales ont pu avancer que dans beaucoup de pays qui étaient à ce stade post-colonial, la littérature ressoudait les communautés, participait de cette réparation des dégâts du colonialisme. Bon. Et ce qui est vrai dans l'expérience historique, française, occidentale, mais aussi francophone, est aussi vrai dans l'expérience géographique, la littérature qui va s'intéresser, par exemple, à cette région fragilisée qui est le centre de la France, qu'on appelle la diagonale du vide, et va essayer de refaire, de redonner une cohésion à l'espace géographique en redonnant une place à travers la littérature aux ruraux, aux oubliés de la mondialisation, aux oubliés de la centralité. Et c'est pour cela que toute une génération d'écrivains du centre, hein, les Michon, les François Bon, ont travaillé à redonner une place, à redonner une forme d'existence à travers la littérature à toute une région française. Et c'est vrai pour le centre de la France, c'est vrai pour d'autres zones fragilisées, les banlieues. Hein, les écrivains ont écrit sur les banlieues et pour les rendre visibles, pour en dévoiler les souffrances. Les écrivains ont écrit sur les zones périurbaines. Hein. On a par exemple dit que Nicolas Mathieu, prix Goncourt, il y a 4 ans, je crois, je ne me trompe pas, 3 ans, 4 ans, il ne faut pas que je me trompe dans mon compte, mais ça ne change rien, s'est intéressé en travaillant sur les zones périurbaines des Vosges à ces oubliés des périphéries qui ensuite se sont mobilisés et sont devenus gilets jaunes, et qu'au fond, un écrivain a pensé ce problème social avant même qu'il était rendu visible par le journalisme, qu'ont été les gilets jaunes. Donc, la société consomme de la littérature, la société produit de la littérature à son image, mais elle la produit parce que l'œuvre littéraire peut avoir la vertu
d'être un reflet, d'être un miroir promené le long du chemin, mais aussi peut agir pour symboliquement participer d'une réparation, d'une forme d'action et peut-être d'un rêve de transformation. Et d'autres formes littéraires participent tout à fait de cela. C'est vrai pour la poésie, c'est vrai pour le théâtre, c'est des genres que je connais moins bien, donc je ne peux pas vous en parler avec autant d'exemples, mais la poésie, chez un auteur comme par exemple Jean-Claude Pinson, n'est plus une activité détachée de la cohésion de la communauté. La poésie participe du lien, participe de la relation que les individus ont avec eux-mêmes, de la relation que les individus ont entre eux, et de la relation qu'ils ont au monde, à la nature. Alors, on pourrait donner d'autres exemples. J'ai travaillé un petit peu sur la littérature de l'écologie, en montrant comment la littérature jouait un rôle d'alerte en nous montrant ce que seraient les dangers d'un oubli de notre place dans le monde naturel à l'heure de l'Anthropocène, mais aussi essaye de nous rendre plus sensibles aux souffrances animales, la manière dont les territoires sont abîmés par l'extractivisme. On aurait pu montrer ça sur d'autres questions. Là, en ce moment, il se trouve que j'ai un peu travaillé là-dessus. J'ai organisé un gros colloque là-dessus. La littérature a été et encore une manière par laquelle la société française essaye de surmonter ce qu'a été le traumatisme des attentats de 2015. Il y a toute une série d'œuvres assez importantes, de témoignages. Pensez par exemple au Lambeau de Philippe Lançon, qui raconte la reconstruction de son visage, et un très très beau texte de réparation, mais toute une série de fictions, d'œuvres d'ailleurs, pas seulement en littérature, mais aussi en série, en thérapie justement, au cinéma, etc., participent de ce travail dans lequel l'art a un rôle thérapeutique utile pour la société. Donc, vous voyez, on est sorti de ce principe d'inutilité où tout art, on considérait que tout art devait être inutile, que l'inutilité était la définition de l'art, pour être au contraire dans un moment d'hyper-utilité, presque utilitariste de l'art, qui peut être dans ce mouvement de balancier aussi peut-être critiqué, peut-être effectivement que des expressions artistiques qui ne chercheraient pas une expression travaillée, intensifiée, densifiée, équilibrée, nuancée, ne serait peut-être pas passionnante et pourrait peut-être se limiter au constat brut de l'expérience ou à l'enquête journalistique sans intérêt. Mais je crois que ce n'est pas ce que font les grands écrivains français qui, lorsqu'ils parlent du trauma, lorsqu'ils parlent de questions politiques, le font avec un talent de réflexion, de prise de hauteur par rapport au problème tout à fait magnifique. Et donc je crois que on aurait tort de dénoncer un utilitarisme possible de la littérature. La littérature a toujours été utile aux sociétés pour se réfléchir. Il y a un bouquin immense de Thomas Pavès, La pensée du roman, qui montre comment la littérature a toujours été là pour penser les dilemmes éthiques et les déséquilibres sociaux des sociétés dans lesquelles elle naissait. Donc il n'y a pas de raison de reprocher à la littérature de vouloir être utile. Et pour nous autres universitaires ou étudiants, je vous le disais, ça donne vraiment une forte dimension à ce qu'on fait, puisque nous participons véritablement de l'exercice de la démocratie, du progrès social, d'une société plus inclusive, plus attentive, et je crois que de ce point de vue-là, ça revalorise fortement notre rôle en tant qu'étudiants et enseignants
de la littérature. Donc, vous voyez, c'est sur des perspectives optimistes que je voudrais terminer, consistant à dire qu'il n'y a pas une fin de la littérature, comme on a pu le dire au moment de l'affaire Bob Dylan, où que la littérature était morte, que la littérature n'était plus que ces grands succès médiatiques liés à une réflexion trop directe de la société. Mais non, au contraire, je crois que, dans la discussion, on pourrait évoquer toute une série d'écrivains français ou anglo-saxons qui apportent une valeur vraiment forte à nos réflexions contemporaines, écologiques, féministes, politiques, sociologiques, etc., etc. Et je crois qu'on peut voir de manière assez positive notre rôle comme médiateur de cette littérature qui va agir et qui va participer de la vie de nos démocraties. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, parfait. Merci beaucoup, Alexandre Geffen, pour cette conférence. Je le dis aux personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui, il faudrait écrire vos questions pour qu'on puisse les lire, parce qu'apparemment le son ne passe pas, enfin, il passe vers les personnes, mais il ne passe pas depuis les personnes qui sont en ligne. Pendant que les questions s'écrivent, je vais peut-être ouvrir le bal. Je me demande jusqu'où, personnellement, là, dans ta propre évaluation, quelles sont les limites que toi, tu poses maintenant que le domaine de la littérature est étendu dans les différentes directions pour les différentes raisons que tu indiques. Est-ce que toi-même, tu poses des limites à cet ensemble ou au champ de la littérature? Est-ce que ça s'arrête quelque part? Et je pose la question pas de façon totalement ouverte, je l'oriente en fonction de ce que je t'ai entendu dire avant-hier ou avant-hier à propos des rapports entre littérature et intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'est un des chemins par lesquels on arrive à une forme limite ou est-ce qu'on est simplement, ou est-ce qu'on n'est pas simplement, ou est-ce qu'on est en train de renégocier des frontières et que la question même de la limite est en tant que telle un parti pris idéologique? Est-ce que tu t'autorises une limite ou est-ce que tu refuses l'idée même? Je ne sais pas si on a besoin tellement de cette catégorisation. On a repoussé effectivement les limites de l'expression artistique en attribuant par exemple aux animaux la production de formes d'art, l'art non pas au sens esthétique d'activité pour elle-même, mais au sens de création, artisanale ou amateur potentiellement. Et effectivement, on inclut maintenant non seulement des formes artistiques très, très variées et qui sont plus que très lointainement littéraires. Je ne sais pas, un dispositif artistique de Sophie Calle, un livre hypermédia, une adaptation d'une sérielle d'une œuvre littéraire, participe encore de la littérature, mais on inclut aussi maintenant effectivement des créations qui seraient potentiellement faites par d'autres agents que l'humain, et comme les intelligences artificielles. Alors bien sûr, le problème est assez compliqué parce qu'en fait l'intelligence artificielle ne fait que répéter et transformer en fait ce que des créations humaines ont produit auparavant. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit de nature vraiment à nous conduire à penser qu'il y a un art par les machines. C'est nous qui injectons à la machine des modèles qu'elle va imiter. On a pu parler de perroquet stochastique pour ces IA. Mais en tout cas, je crois que c'est surtout du point de vue de l'extension des formes et l'extension médiatique et générique de la littérature que les
l'évolution se fait en posant toute une série de redéfinitions de frontières, hein. Par exemple, Emmanuel Carrère nous dit le journalisme, c'est un genre littéraire, comme la tragédie. Il n'y a pas de raison de considérer que le journaliste n'est pas un genre littéraire. Donc ça peut nous étonner parce qu'effectivement, on oppose traditionnellement le journalisme à la littérature. Pour Carrère, il y a un art du journalisme, et effectivement, on peut tout à fait défendre qu'il y a un art du journalisme qui a ses propres qualités de finesse, de puissance et de profondeur d'enquête, qui relève à sa manière de la littérature. Et effectivement, ces questions de problème, je pense ces questions de frontières, je pense qu'il est intéressant de les reposer sans a priori avoir des catégorisations très rigides. Est-ce que quel est le rôle d'après toi, enfin il est immense, mais quel est le rôle encore aujourd'hui de l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler les lettrés ou les personnes qui ont le littéraire pour pratique d'intérêt sans être forcément productrice elle-même d'œuvres de fiction, donc journaliste, commentateur, professeur, étudiant, dans quelle mesure tout ce monde-là est pas quelque part davantage à la manœuvre ou l'a été extrêmement longtemps dans l'idée même, dans la définition même de la littérature, et que l'idée de littérature est en fait beaucoup quelque chose qui a été construit par ceux qui la regardent beaucoup plus que ceux qui la pratiquent. D'où le questionnement qui a été fait il y a quelques années sur l'histoire littéraire des écrivains et comment est-ce qu'on peut reposer ces questionnements-là. Dans quelle mesure l'université et le commentaire sur la littérature a été prédominant dans la construction même de la façon dont la littérature se fait, avec des retombées sur les œuvres elles-mêmes. Au XIXe siècle, les écrivains se sont séparés du corps social. C'est un mouvement de spécialisation qui est par exemple observé par Gisèle Sapiro, et c'est cette spécialisation qui explique l'autonomisation de la littérature. Le mouvement aujourd'hui, il est assez opposé, puisque de plus en plus d'écrivains faisant d'autres professions sont présents sans que ça choque personne. Il y a une déspécialisation de l'écrivain. Il y a des écrivains amateurs. La frontière entre l'écrivain amateur et l'écrivain professionnel, elle est extrêmement floue. Les systèmes d'autopublication et les formes de succès qui peuvent les accompagner éventuellement rend extrêmement poreux la différence entre l'écrivain amateur et l'écrivain professionnel. Et d'autre part, pour revenir à une des dimensions de ta question, l'opposition entre la réflexion critique, la réflexivité académique, scientifique, si tu veux, sur la littérature, ou en tout cas technique, sur la littérature et la pratique littéraire, tend à diminuer. Dans le modèle esthétique, la création relève d'un mystère, hein, et comme dirait Nerval, on perd l'intérêt des poèmes à vouloir les expliquer. C'est un modèle un peu mystique, hein, de la littérature qui, je crois, n'a plus de pertinence, ou a beaucoup moins de pertinence aujourd'hui, à une époque où, d'une part, de très nombreux écrivains ont une formation littéraire ou sociologique ou historique, et donc sont équipés d'outils d'analyse. Il n'y a qu'à lire l'extraordinaire précision, compétence d'un Pierre Michon lorsqu'il analyse la littérature. Il n'y a qu'à penser au fait que, par exemple, une écrivaine comme Annie Ernaux est agrégée, et c'est le cas aussi de Camille Laurence, qui est aussi agrégée de lettres modernes. Donc les écrivains sont souvent formés, ont fait des études de lettres, et clairement sont capables d'une réflexion sur leur œuvre sans se l'interdire. Et inversement, le développement des pratiques créatives à l'université
fait que les universitaires, les théoriciens de littérature ont très souvent un rapport personnel à l'écriture. Donc cette frontière entre ce qui serait une créativité refusant, comme dirait Proust, d'avoir la marque de prix de la théorie sur elle, et d'autre part un monde de la théorie qui serait fait de gens qui réfléchissent parce qu'ils ne peuvent pas produire, elle tente à ne plus exister, elle tente à se dissoudre. C'est pour ça que je pense qu'il y a une déspécialisation. Oui. Merci. Voilà, j'ai une question ici. En fait, j'en ai deux. Je te pose la première, ok? La personne est indiquée par AN, donc je ne sais pas qui c'est. Je m'excuse auprès d'elle. Et la question est celle-ci. Est-ce qu'il y a donc un retour vers la pratique naturaliste zolienne à notre siècle, puisque nous savons que chez Zola, il y avait une implication sociale et même politique? J'imagine que ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur la question de l'implication. Je te pose la question, puis j'en aurai une autre ensuite que je pourrais lire. Oui, il y a clairement un roman social. Un roman social. Alors, est-ce que le roman social est zolien? Est-ce que c'est... je crois que c'est un petit peu différent parce que Zola est quand même très marqué par des explications qui sont des logiques biologiques, une conception de la transmission des vices, une pensée liée à la médecine de son époque, du fonctionnement de la société, et sans doute la pensée de la description zolienne est écrasée par ces conceptions-là, ce déterminisme-là, hein. Et sans doute les écrivains du social aujourd'hui sont dans une posture beaucoup plus modeste, hein, beaucoup plus empirique de description du réel, et ne cherchent pas, comme Zola, à construire des systèmes, hein. Il y a un systématisme zolien, il y a un rapport aussi au mythe et à la langue qui accompagne cette ambition architectonique et ces grandes explications déterministes de Zola, qui n'est pas présent, hein, dans les écrivains du corps social aujourd'hui, hein. Il n'y a pas d'atavisme, enfin en tout cas les explications sont pas aussi univoques du fonctionnement du corps social chez, je sais pas, même Houellebecq, hein. On n'a pas le même déterminisme, même si Houellebecq a une théorie, hein, qui est une théorie qui analyse le libéralisme. On est tout de même dans une observation qui accorde peut-être plus de liberté aux acteurs, puisque au fond, le réalisme d'aujourd'hui est un réalisme qui est privé de grandes théories explicatives. Hein, il n'y a plus de lutte des classes, il n'y a plus d'atavisme biologique comme chez Zola, il y a plus les conflictualités sont plus complexes que les simples oppositions régionales, religieuses ou sociales, hein. C'est donc sans doute un réalisme un petit peu différent, hein, que le naturalisme zolien. Oui, Pierre, vas-y. Oui, pardon. Non, bien sûr, c'est juste publié dans ma colle à poster. Oui, merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante et qui fait surgir, fait monter beaucoup d'idées, dont une que j'aimerais partager avec vous. L'une des... je vais apporter un élément qui a traversé brièvement votre propos, c'est celui de la fiction. Jean-Marie Schaeffer, dans un livre sur la fiction, justement, écrit que la compétence fictionnelle est une des grandes conquêtes de l'humanité. Cette capacité de se représenter, si je peux dire, que ce soit sur les murs d'une caverne ou sur une page de papier. Cette compétence fictionnelle, il me semble qu'on la met un peu de côté pour justement rapprocher, par exemple, un texte journalistique d'un texte, entre guillemets, littéraire.
Il me semble que ce que l'un a, qui s'appelle la compétence fictionnelle, l'autre ne l'a pas. Et il me semble qu'on fait beaucoup d'économies ces temps-ci de cette compétence fictionnelle comme façon de définir les aptitudes, les mondes littéraires. Je voudrais vous entendre là-dessus. Alors oui, la compétence fictionnelle chez Schaeffer, c'est la capacité à s'immerger dans un monde de fiction sans confondre ce monde de fiction avec le réel, et donc à avoir vraiment un mécanisme mental très, très spécifique qui nous permet de bénéficier des connaissances, des expériences fictionnelles sans les assimiler aux expériences réelles ordinaires, donc qui permet d'avoir une sorte de détachement. Et effectivement, une partie des œuvres contemporaines sont des œuvres de témoignage et de non-fiction. J'ai consacré 2 bouquins à la question de la non-fiction. C'est un grand genre contemporain qui va faire économie de la suspension d'incrédulité. Vous savez, c'est la fameuse formule de Coleridge pour définir la fiction, à savoir qu'on va suspendre le fait de ne pas y croire, on va faire comme si on y croyait, et donc on manifeste un mécanisme très particulier. Et dans la non-fiction, on n'a pas besoin de ça. On est face à quelque chose que l'on admet comme étant vrai. Mais est-ce pour autant que ces œuvres de non-fiction ne sont pas capables de nous exercer à une réflexion approfondie? Est-ce pour autant qu'ils se contentent de dupliquer le réel sans le réfléchir, sans le mettre à distance, sans le problématiser? Je ne crois pas, et je crois qu'effectivement, le mécanisme par lequel un témoignage de non-fiction nous conduit, par exemple, prendre cette question du consentement dans le consentement de Vanessa Springora, à comprendre la situation de cette jeune fille qui cède alors qu'elle a 14 ans à un homme qui en a 40. Le travail de l'écriture, d'analyse, de réflexion de Vanessa Springora est aussi intéressant que la manière dont la question du consentement est explorée par une fiction, typiquement Les choses humaines de Karine Thuil, qui met en scène un jeune homme qui viole une jeune fille mais qui s'en rend pas vraiment compte, par les moyens de la fiction. Donc je pense que oui, une littérature non fictionnelle extrêmement importante a envahi nos librairies, littérature de témoignage, littérature d'expérience, mais il reste d'abord toute une série de fonctions à la fiction. Par exemple, je sais pas, quand on parle de l'écologie, quand on fait une dystopie, c'est la fiction qui nous permet de penser le futur. Donc la fiction n'a pas dit son dernier mot, et la fiction cohabite avec la non-fiction, elle la complémente. Et d'autre part, non-fiction ne vaut pas non-littérature, ne vaut pas non-réflexion, non-analyse, non-prise de distance, et que la non-fiction donc, ne doit pas être dévalorisée comme étant une perte d'une capacité cognitive spécifique propre à la fiction, parce que ça manifeste le même travail de conscientisation, d'analyse que la fiction par d'autres moyens. Donc, c'est pas si grave que ça. Si on a beaucoup de non-fiction dans la librairie, c'est pas une perte de quelque chose qui serait une attitude mentale fondamentale. Cette attitude n'est pas perdue, et le rapport au témoignage, au récit d'enquête, au récit non-fonction déploie un exercice mental de réflexion qui est tout aussi important et qui retrouve cette valeur ajoutée, si vous voulez, du récit littéraire d'une autre manière. Oui, madame. Attends, je te passe. Oui, donc il y a un passage de votre présentation que j'ai trouvé très pertinent, celui sur la désacralisation de l'écriture et précisément peut-être… Pardon, je n'ai pas entendu votre phrase. Vous pouvez répéter sur la… Oui, la désacralisation de la littérature et précisément l'inclusion de jeux vidéo. Je pense précisément à The Stanley Parable,
connu pour sa narration et pour ses fins multiples, ainsi qu'à Doki Doki Literature Club, qui est non seulement une forme de littérature par l'inclusion de poèmes, mais aussi par son rapport. Il appartient à un genre. Si vous me pardonnez mon anglais, les dating sims. Les dating sim ou simulation de romance. Bref, non seulement il appartient à un genre, mais il parodie ce genre, le transforme en récit d'horreur. Et bref, tout ça pour dire que peut-être un sujet d'intérêt, les mods, c'est-à-dire les modifications, en fait, des programmes qui peuvent être ajoutés aux jeux vidéo par la communauté. Je me demande, c'est une manière, c'est des programmes qui peuvent modifier la manière dont le jeu est joué, mais aussi l'histoire en tant que telle, ajouter des parties. Et je pense que c'est peut-être un sujet d'intérêt, étant donné que c'est une forme d'interaction avec la fiction qui peut être un texte parallèle, qui peut être expérimenté à l'intérieur de la fiction plutôt qu'à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a fait du sens? Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris. Je retiens de votre communication que vous soulignez l'existence d'une littérature interactive. Et ça, il y a eu beaucoup d'expériences depuis un certain temps d'avoir une littérature qui va emprunter aux jeux vidéo, aux interactions numériques. Et je crois que c'est tout à fait intéressant. Ça peut paraître totalement nouveau, hein, l'idée qu'une littérature, elle va être interactive, mais en fait, pas tant que ça. Au XVIIe siècle, la littérature de l'époque de Madame de Scudéry, elle était transcrite en jeux sociaux, en jeux de rôle sociaux. Hein. Donc, l'idée que la littérature, elle puisse avoir une interactivité, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Hein. Florence de Pont raconte comment une épopée dans le monde grec ancien, c'était un banquet dans lequel on échangeait avec le barde, etc. Donc, effectivement, je retiens de votre exemple cette importance de l'interactivité et l'idée que effectivement certaines frontières sont passées. Par exemple, Chloé Delhomme a fait un texte littéraire sous forme d'une application ludique. Hein, dont j'ai oublié le titre, et que je dois encore avoir sur mon iPhone, hein, qui était un cas tout à fait. Il y a plein d'expérimentations dans ce sens-là. Mais je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris tous les exemples de votre question. Si j'ai mal compris, corrigez-moi. Hein. Oui, la fin de... Bref, j'ai cité des exemples, mais surtout la fin de... les mods. C'est des programmes qui sont créés par des joueurs, créés par des joueurs, par la communauté, et qui peuvent ajouter au jeu de base. Par exemple, un mode qui peut changer la fin ou qui peut ajouter une autre partie de l'histoire. Donc, oui, je comprends bien. Voilà. Ça, je comprends bien. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette manière dont les amateurs et les consommateurs de jeux vidéo participent en reprogrammant, en réorientant la création elle-même, participe vraiment de cette fusion entre le producteur et le consommateur de contenu, hein, qu'on trouve dans, par exemple, les sites internet comme Wattpad, où les lecteurs vont interagir, vont corriger, vont complémenter, et donc manifeste la manière dont les amateurs ont pris le pouvoir et dont la différence entre celui qui crée et celui qui se divertit avec la création tend à disparaître. Hein, le lecteur, le joueur, et de plus en plus un producteur et un créateur. Et je trouve ça vraiment très intéressant, et le numérique a joué un rôle très important pour ça. Je te passerai la parole après, Pierre. Je vais lire l'une des questions qu'on a reçues, sinon je vais prendre trop de retard ici. La question est de Michael Sinatra, qui te salue et te remercie, Alexandre, et qui dit aussi ceci. Comment vois-tu, en parlant d'écrivains amateurs,
le rôle présent et à venir des plateformes de diffusion du type Amazon et de critiques, entre guillemets, du type Goodreads pour la transformation de l'idée de littérature. Et je me demande si je ne vais pas t'envoyer l'autre question en même temps, parce que tu pourrais peut-être faire une réponse commune aux deux. Enfin, tu me diras, tu leur diras. La question est de mon collègue Pierre Rajotte, qui dit ceci. Cette indistinction, voire cette défétichisation de la littérature est-elle plus susceptible, selon vous, dit-il, de nuire, de déliter, ou plutôt de dynamiser les études littéraires? Enfin, donc, voilà, l'un te pose des questions d'instance dans un cas comme dans l'autre, les études littéraires et puis clairement les historiens du livre, de la critique, ont bien compris maintenant qu'il y a d'autres intermédiaires que le journaliste de presse ou le professeur dans la constitution du canon, dans le succès d'une œuvre, et que clairement les communautés critiques jouent un rôle déterminant. Moi, je crois que loin de considérer que ces critiques amateurs sont sans expérience, sans savoir. Au contraire, moi, je crois qu'ils s'équipent d'une très grande finesse d'analyse. J'ai montré en travaillant sur Wattpad comment ils étaient capables de percevoir, sans jamais être rentrés dans une université de lettres, des phénomènes liés à l'énonciation, liés au registre, liés au genre, et l'analyser avec beaucoup de finesse. Donc moi, je pense qu'on doit vraiment porter notre attention à cette critique-là, celle de Goodreads, celle de Babelio. Elle peut être vraiment intéressante, pas toujours, mais elle peut l'être vraiment. Et je crois que le degré d'expertise auquel les amateurs sont capables d'accéder, il suffit de voir Wikipédia. Hein. Nous-mêmes, comme universitaires, utilisons tout le temps Wikipédia, et Wikipédia est fait par les amateurs. Donc, ça prouve bien que une communauté organisée sont des règles démocratiques et formalisées de réflexion est capable de produire un savoir critique, un savoir analytique. Alors maintenant, comment doit-on accueillir cette défétichisation ? Effectivement, alors on quitte un peu une université dans laquelle on aurait un cercle des poètes disparus et on quitte un peu cette mystique des universités en lettres pour reconquérir autre chose, pour reconquérir sans doute une place dans la cité, une place parmi d'autres disciplines. Cette défétichisation de la littérature, elle nous permet de discuter avec nos collègues scientifiques, hein, puisqu'on peut leur dire, ben voilà, vous observez, vous, la manière dont un atome bombardé par telle ou telle particule se décompose. Eh bien, nous observons la manière dont une question sociale, métabolisée par des écrivains, s'analyse et transforme en retour la société. Donc, on peut avoir un discours sur ce qu'on observe, sur ce qu'on réfléchit, compréhensible et accessible, sans faire de la littérature et de l'art en général ce territoire réservé et un peu intimidant qu'il pouvait avoir. Merci. Je repasse la parole à Pierre. Ce sera probablement la dernière question et puis on clôturera ensuite. Merci, Anthony. Je ne veux pas faire d'acharnement sur la fiction, non-fiction. C'est ce que je vais faire un petit peu quand même. Votre réponse me permet peut-être de préciser une sous-question. Vous avez fait une défense et illustration à la suite de ma question de la non-fiction et je vous suis tout à fait là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais ça me permet d'exprimer peut-être plus clairement, et je vais être très moral, vous ne m'en voudrez pas. Ma préoccupation, ce n'est pas sur le statut de la non-fiction, c'est sur la déperdition du sens de la fiction. Les attaques récentes, on peut dire le mot, je pense, censure, etc., contre la littérature me paraissent être contre la fiction, contre une mauvaise compréhension de la fiction qui est lue à travers des lunettes de non-fiction. Alors, on va chercher effectivement des éléments de la fiction, les assimiler au réel, à la non-fiction, et après ça, on les condamne, on les traîne en cours, etc. Alors, ma préoccupation sur la fiction, non-fiction, portait beaucoup plus effectivement sur cette décomposition,
sur cette désartification, si je peux dire, j'ai l'air un peu ringard, là, cette désartification de la fiction. Et je n'y vois pas que des avantages de ce point de vue-là. Mais je suis très moral. Oui, mais en fait, l'idée que la fiction puisse échapper à la censure, au jugement moral, au débat public, parce qu'elle serait fiction, qu'elle serait ailleurs, c'est une idée qui n'est pas tenable. La fiction, elle est toujours faite avec beaucoup de non-fiction. Hein, c'est un truc qu'analyse Genette, il n'y a pratiquement pas de fiction dans la fiction en fait, surtout dans le roman réaliste. Donc, dans la mesure où elle manipule de toute façon des idées, des modèles qui existent dans le réel, elle est toujours confrontée, même en tant que fiction, au jugement social, aux jugements moraux, aux tribunaux. Et je veux dire, on n'a pas attendu le moment de la non-fiction pour contester l'autonomie des romans. Hein. Enfin, je veux dire, quand le procureur Pinard en 1857, 67, je sais jamais, 57, s'en prend à Flaubert et à Madame Bovary, c'est bien parce que l'exemple donné par Madame Bovary est immoral. Et donc, que même si c'est une fiction, même si c'est un roman, eh bien, il pourrait être un mauvais exemple sur des femmes qui le liraient. Donc, même au moment de l'apogée du roman, si vous voulez, ce roman a toujours été considéré comme susceptible de contenir une part de réel et d'influencer le réel. Donc, c'est pas très nouveau, en fait. Et je comprends votre inquiétude, l'idée qu'on réduise la fiction à son contenu non fictionnel, mais c'est normal, la fiction, elle est tout le temps dans un rapport où elle va modéliser le monde, et donc on va interroger la manière dont elle va modéliser le monde en permanence, soit pour considérer que le modèle, il n'est pas le bon, soit considérer que le modèle, il est dangereux. Donc elle est toujours interrogée en tant que modélisation du monde, et elle est toujours dangereuse, elle est toujours susceptible de censure, de contestation politique et morale. C'est pas nouveau, je ne vois pas ce qui change en fait. Je vois pas ce qui change. Merci. Merci infiniment. Il y avait une toute dernière question, mais qui rejoint un peu ce que Pierre disait. Je me permets de te rejoindre, Alexandre, pour remercier tout le monde d'avoir été présent. Te remercier surtout toi de ta présence, de très belle conférence. Et je ne dis même pas ça par flagornerie, c'était vraiment impressionnant. Merci à tout le monde. Et puis on se revoit bientôt. Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait fixé la prochaine date de la prochaine conférence du GRELC, mais ça viendra dans les prochaines semaines et on vous tiendra au courant. Merci. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci.